Alors pour changer, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. C'est la sale histoire du pouvoir et du fric à l'OM, et en particulier l'histoire de Jacques-Henri Hérault. On l'a déjà raconté sous plusieurs angles, mais j'espère vous apporter des nouveautés aujourd'hui. Donc c'est une histoire racontée par 13 Pichado. Cette histoire, elle commence quand Jacques-Henri Hérault était étudiant à Sciences Po, puis à Dauphine en master en communication. Mais je vais vous passer les détails de cette époque-là. L'époque où il était salarié aussi chez Euro Disney nous intéresse pas tant que ça, alors qu'il était porte-parole puis directeur de la communication à la sortie de ses études. On lui a recommandé, chez Euro Disney, c'est le DG d'Euro Disney qui lui a recommandé de faire un MBA à Harvard, ce que je vous recommande à tous. Puis il est entré au Club Med comme directeur des nouveaux produits à son retour des États-Unis. Et enfin, il a lancé l'entreprise Sporever. Et c'est là qu'il a commencé à se réaliser un petit peu comme entrepreneur, aux côtés de Patrick Chen, qui était son cofondateur et l'actionnaire majoritaire de Sporever. Sporever, c'était quoi? Un groupe de médias qui dirigeait notamment 365 Football et autres médias consacrés au football et à divers autres sports. Le groupe a été revendu en 2015 par Patrick Chen pour environ 8 millions d'euros à Reworld Media. Et dès 2009, Jacques-Henri Hérault avait pris son envol pour reprendre plutôt Turf Édition, d'abord comme président et dans le cadre d'un MBO ensuite, c'est-à-dire dans un rachat de l'entreprise par les salariés, a ensuite pris la propriété de la majorité du capital de ce groupe Paris Turf, qui a malheureusement été placé en redressement judiciaire en 2020 plutôt, alors que Jacques-Henri Hérault en était encore l'actionnaire majoritaire. Donc on peut penser que Jacques-Henri Hérault n'a pas gagné beaucoup d'argent sur Turf Édition, sur Sporever peut-être quelques millions d'euros, avant ça dans sa carrière sûrement bien gagné sa vie en tant que cadre, mais certainement pas dans les proportions de Franck McCourt, son associé dans l'Olympique de Marseille. L'acquisition de l'Olympique de Marseille est arrivée en 2016, alors on a en avril 2016 Margarita Louis-Dreyfus qui notifie le monde entier de sa frustration de ne pas pouvoir être compétitif à ce niveau-là et d'avoir pris la décision de céder le club au meilleur investisseur possible pour le long terme. Le prix n'est pas sa préoccupation première. Par contre, la capacité du nouvel actionnaire à construire une équipe qui gagne au plus haut niveau est essentielle. Elle a demandé à ses équipes et ses conseillers de s'en occuper. Et à l'instant où l'acheteur sera sélectionné, j'en informerai monsieur le maire et les supporters. Alors à ce moment-là, Jacques-Henri Hérault, forcément, ça fait tilt chez lui. Il se dit, c'est ma nouvelle aventure, j'ai envie de me lancer dans l'acquisition de l'Olympique de Marseille. Il cherche à réunir un tour de table. Je vous refais pas l'histoire. Il est mis en relation avec Franck McCourt par Didier Poulmer ou autre. Et le 22 août 2016, la presse annonce l'arrivée imminente de Gérard Lopez, vainqueur dans un duel avec Guggenheim Partners. Le nom de McCourt n'est pas encore sorti dans la presse et on parle très peu de Jacques-Henri Hérault, si tant est qu'on en parle. Mais le 29 août, à la surprise générale, c'est bien Franck McCourt qui s'invite aux côtés de Godin et de Margarita Louis-Dreyfus pour officialiser la vente de l'OM. Le grand public découvre Jacques-Henri Hérault. L'acquisition de l'Olympique de Marseille, c'est dès le 6 septembre, Jacques-Henri Hérault qui est nommé au conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille dans le cadre de la transition. Donc il faut à peine quelques jours pour qu'on voit directement dans les extraits légaux du club les changements qui sont en œuvre. Il a fallu 7 jours après l'officialisation. Quelques jours avant ça, on n'était pas encore sûr de qui serait l'acheteur et il y avait encore des négociations en cours pour le prix. Et là, ça a été signé à peu près définitivement. Le conseil de surveillance ratifie la présence de Jacques-Henri Hérault dans le cadre de la transition. Et c'est monsieur René Angeloglu qui propose la cooptation de Jacques-Henri Hérault en tant que membre du conseil de surveillance. C'est dans un premier temps, puisque dès le 27 octobre, on a l'officialisation de la vente. Le conseil de surveillance change complètement. On y retrouve cette fois-ci Franck McCourt, Drew McCourt et Barry Cohen, qui sont donc des proches de Franck McCourt.
Dans le directoire, on trouve Jacques-Henri Hérault, qui est nommé du coup président de l'Olympique de Marseille, et Jeffrey Ingram, qui est le seul autre membre du directoire qui est cité dans cette réunion. En tout cas, l'acquisition de l'OM est complète. On y trouve la nomination de Jacques-Henri Hérault dans sa qualité de président, ce qu'il avait souhaité. On y trouve quelques informations sur Jacques-Henri Hérault. Ce qui est intéressant à noter là-dessus, c'est que Jacques-Henri Hérault ne percevra aucune rémunération ni jeton de présence pour sa présence à l'Olympique de Marseille. C'est un peu ça qui va nous intéresser pendant l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, je vous refais pas toute l'histoire des années Jacques-Henri Hérault à l'Olympique de Marseille. Ça, je l'ai déjà faite avec un bilan détaillé des mercatos, une analyse de la gestion, des pistes d'amélioration et des pistes d'avenir, ce qui était pertinent en 2021. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins puisque forcément, on s'intéresse à Longoria. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ça a un lien avec ce qui se passe aujourd'hui et pas forcément pour vous refaire l'histoire de Jacques-Henri Hérault. Donc si je vous fais rapidement le bilan de cette vidéo, vous retrouverez le fait que j'avais jugé le fait qu'il avait réussi à faire pire que La Brune sur le marché des transferts. Je ne change pas d'avis à ce sujet, c'était très mauvais sur le marché des transferts. Il avait sali l'image de Marseille et s'était coupé des racines marseillaises du club. Malheureusement, on a poursuivi dans le même sens avec la nouvelle gestion. Il a humilié des joueurs légendaires et des supporters invétérés du club. On a peut-être fait un peu mieux de ce côté-là, du côté de la nouvelle gestion, mais il y a encore des ratés. En témoigne la confrontation entre Pascal Olmeta et Javier Ribalta ou Marco Otero ces dernières semaines. Il a mal géré l'argent de McCourt, qui n'a pas réduit ses pertes. Alors ça, on peut dire que Longoria a fait un peu mieux, pas beaucoup mieux quand même, malgré tout, ça c'est un petit peu artificiellement aussi avec l'argent de CVC que le trou a été bouché, et aussi avec l'argent du club, l'argent du gouvernement plutôt, qui a contribué à boucher les aides Covid. Donc pour ce qui est de Longoria, on peut pas dire que ce soit tellement mieux au niveau de la bonne gestion. Il a rapporté aucun titre à l'OM, Longoria non plus. Son image dédaigneuse restera à jamais dans nos mémoires. Pour l'instant, Longoria a fait à peine mieux sur le plan de l'image dédaigneuse. Alors, j'avais émis une sentence pour Jacques-Henri Hérault à l'époque. Je ne reviens pas dessus. Je suis toujours convaincu de cette sentence. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler d'autres. Donc là, on va s'inspirer un peu de Legal Start pour comprendre ce qui se passe au niveau de la rémunération des dirigeants. Donc on nous explique que dans une SAS ou dans une SASU comme l'Olympique de Marseille, la possibilité de rémunération et son montant, le cas échéant, sont fixés dans les statuts ou en annexe, et on a le choix entre la rémunération de président ou des dividendes, ou les deux. Alors là, vous allez me dire, c'est formidable, du coup tu vas pouvoir nous trouver le bulletin de paye de Jacques-Henri Hérault et trouver toutes les informations concernant sa rémunération. Et là, la réponse c'est non, parce qu'il y a des règlements concernant la protection des données personnelles qui font que ces informations-là, elles ne sont pas publiées sur Infogreffe, dans les informations publiques de l'Olympique de Marseille. Donc je n'ai évidemment pas les éléments détaillés concernant la vraie rémunération de Jacques-Henri Hérault, qui a pu être décidée par les comités de direction, le conseil de surveillance de l'OM à travers le temps. Ce que je peux vous trouver en revanche comme information, ce que je peux vous donner comme information aujourd'hui, ça concerne le plan d'épargne entreprise. Et ça concerne les bons de souscription d'actions. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire. Alors, je vais vous expliquer dans les prochaines slides. Alors, dans le procès-verbal d'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de l'OM-SASP du 10 septembre 2018, on apprend que l'Assemblée Générale a pris la décision d'offrir une augmentation de capital de la société réservée aux salariés, conformément aux dispositions du Code de commerce. Il a décidé d'ouvrir 1% du capital aux salariés. C'est réservé aux adhérents du plan d'épargne entreprise. Ça se fait sous forme de bons de souscription d'actions, d'après ce qu'on comprend. C'est le directoire qui fixe les conditions d'attribution. Donc le directoire en septembre 2018, il est composé principalement de Jacques-Henri Hérault et Hugues Ouvrard notamment. Et il fixe, avec sa justification, le prix définitif d'émission d'actions ordinaires, notamment avec la possibilité éventuellement d'émettre des actions gratuites, s'il le souhaite,
l'ancienneté doit être prise en compte, c'est le directoire qui fixe toutes les conditions d'attribution, y compris du coup qui sont les personnes qui vont en être les récipiendaires. Cette décision-là, elle est prise en septembre 2018 à l'unanimité des voix de l'Assemblée générale des actionnaires de l'Olympique de Marseille, où était représentée à l'époque Margarita Louis-Dreyfus. En octobre 2020, là, on a Pierre Bellon, mais plus de Margarita Louis-Dreyfus représentée à l'Assemblée générale des actionnaires, mais rebelote, 1% de plus est réservé aux salariés. Mais entre-temps, il y a eu la dilution, puisqu'il y a l'augmentation de capital qui se passe concomitamment. Donc, comme l'augmentation de capital à ce moment-là représente environ les 2/3 du nouveau capital de l'entreprise, on peut se dire que les salariés ont désormais 1,3% du capital de l'entreprise, aux mêmes conditions que précédemment. Donc c'est très intéressant de savoir que, encore une fois, des actions gratuites ont pu être distribuées aux salariés sur la décision, encore une fois, de Jacques-Henri Hérault, qui était toujours, à cette époque, le président de l'Olympique de Marseille, avec son directoire, composé notamment de Hugo Ouvrard, qui ont dû s'empresser de distribuer ces actions, puisqu'on les y a autorisées le 14 octobre 2020, et que quelques mois plus tard, ils ont quitté leur poste. Donc on peut se demander si éventuellement certaines de ces actions ont pu être réservées à Pablo Longoria notamment et à son staff. Comment ça marche un bon de souscription d'action? Alors c'est un bon de souscription d'action, ça donne le droit d'acquérir une action à un prix déterminé. Dans le cas présent, ça pourrait être 0,12 € par action, qui est la valeur nominale des actions de l'Olympique de Marseille. Après ou avant un délai défini, par exemple dans 3 ans, dans ce cas, c'est souvent défini comme ça. Sous certaines conditions, par exemple si on est encore salarié du club, ça pourrait être le cas de certaines de ces bons de souscription d'action. Et parmi les exemples de bénéficiaires qu'on pourrait avoir, on aurait Jacques-Henri Hérault et son directoire, Ouvrard, Vipré et Zubi, qui du coup auraient été très intéressés en septembre 2018 à rester au moins jusqu'en septembre 2021 à s'accrocher à leur place afin de pouvoir réaliser leur bon de souscription d'action, si tant est que c'est comme ça que ça fonctionnait. Et également Longoria et son directoire qui ont pu en bénéficier dans le cadre de l'émission qui a été faite en novembre 2020, mais qui a pu leur être réservée pendant les 3 années suivantes. Alors là, ce qui est important, c'est de comprendre que la valeur comptable de l'entreprise, c'est ce qui compte dans le cas de ces augmentations de capital qui sont réalisées pour les salariés. Donc dans le cas, par exemple, de l'Olympique de Marseille, en juin 2022, la situation nette de l'Olympique de Marseille était de 24 639 000 €. Et si on devait émettre du capital à ce moment-là, on le baserait sur cette estimation du capital de l'entreprise. Donc par exemple, 1% du capital de l'Olympique de Marseille, à ce moment-là, ça pourrait coûter 240 000 € aux salariés à acquérir à ce moment-là. Ce qui peut paraître assez dérisoire quand on sait à quel prix on parle de vendre l'Olympique de Marseille aujourd'hui, qui est plutôt proche de 350, 400, 500 millions d'euros. Donc potentiellement, on pourrait payer 250 000 € pour avoir 1% de l'Olympique de Marseille, alors que dans les faits, ça vaut peut-être quelques millions d'euros, 3 à 5 millions d'euros. La prime d'émission, en septembre 2018, si on se base sur une situation nette de 26 millions d'euros, le prix à payer, il est égal à 0 € ou 260 000 € maximum, 0 € si on bénéficie d'attribution d'actions gratuites, ou 260 000 € dans le cadre d'attribution de bons de souscription d'actions, par exemple. Les investissements de McCourt, à ce moment-là, en septembre 2018, ils s'élèvent à 138 millions d'euros. Et donc la valeur qu'on peut attribuer à ce 1%, c'est de l'ordre de 1,4 million d'euros qu'on est en train de donner aux salariés. Et donc immédiatement, les salariés bénéficient d'un gain de 1,1 million d'euros environ. En octobre 2020, si on se base sur une situation nette qui est négative à ce moment-là, on peut penser que les salariés ont bénéficié d'attributions gratuites ou éventuellement à 0,12 € encore une fois par action à la valeur nominale. Les investissements de McCourt à ce moment-là s'élevaient à 337 millions d'euros déjà, donc la valeur de ce qu'on peut leur donner, ça représentait à peu près 3,3 millions d'euros, donc un gain de 3 millions d'euros à ce moment-là. On peut penser que ces rémunérations de l'ordre de 1 à 3 millions d'euros bruts avant impôts et avant toutes sortes de considérations autres, ça peut être des rémunérations qui sont attractives pour des dirigeants comme Jacques-Henri Hérault ou Pablo Longoria,
pas très attractive, il y a sûrement plus à espérer, mais dans le plus à espérer, il y a évidemment la perspective de valorisation de l'Olympique de Marseille au moment de la revente, puisque là, on l'a valorisé à 337 millions d'euros, mais on peut espérer qu'un jour, ça vaille peut-être 500 millions d'euros ou 1 milliard d'euros, mais qu'éventuellement, les salariés soient également amenés à bénéficier de cette augmentation de valeur. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que en juin 2022, il y a eu une réduction de capital et une augmentation de capital de 60 millions d'euros, mais il n'y a pas eu d'émission de capital au profit des salariés. Et d'autre part, on peut constater qu'en octobre 2023, l'expiration du plan d'émission qui a été attribué en 2020 fait qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir quel intéressement il peut y avoir pour les nouveaux salariés qui arrivent au club. Alors on peut se poser la question de savoir si les personnes les plus motivées pour provoquer la vente de l'Olympique Marseille ne sont pas ceux qui y ont un intérêt financier. Il ne faut pas sous-estimer l'intérêt que des gens comme Jacques-Henri Hérault, Longoria ou leurs directoires respectifs peuvent avoir dans une vente OM. Sans aller chercher également d'autres personnes qui peuvent y être intéressées. On a vu le cas Ajroudi Boudjelal à l'été 2020. On a vu le cas plus récemment de Julien Fournier qui serait en train de monter un tour de table avec les Saoudiens. Il peut y avoir d'autres personnes qui sont intéressées éventuellement par un désordre à l'Olympique de Marseille sous diverses formes, pas forcément liées à la vente de l'Olympique de Marseille directement. Donc il ne faut pas sous-estimer la capacité de disruption de différents mauvais acteurs. Alors il y a un truc qui était intéressant dans mes recherches que j'ai retrouvé, qui m'a paru très intéressant à regarder, c'est quelle a été l'évolution du pouvoir qu'on a attribué au directoire, et est-ce qu'on peut comparer, en regardant un peu ces documents légaux que j'ai regardés ces derniers jours, le pouvoir qu'a eu Jacques-Henri Hérault, est-ce qu'on peut le comparer à celui qu'on a donné à Pablo Longoria en tant que directoire de l'Olympique de Marseille? Aujourd'hui, le directoire de l'Olympique de Marseille est composé de Pablo Longoria, Stéphane Tessier, Pedro Iriondo, et récemment, on a eu la démission de Rabia Ribalta qui n'est pas encore reflétée dans les statuts de l'Olympique de Marseille, en tout cas aux dernières nouvelles. Le pouvoir du directoire, c'est par référence au mandat que lui donne le conseil de surveillance, et il contrebalance ce pouvoir-là. Donc en fait, on a des décisions qui peuvent être prises par le directoire, et puis des décisions qui sont soumises à l'approbation du conseil de surveillance. Donc ce qu'on va voir ici, ce sont les limites du pouvoir du directoire et les questions pour lesquelles le directoire est obligé de demander son accord au conseil de surveillance. Donc sous Jacques-Henri Hérault, le conseil de surveillance, on nous explique qu'il doit approuver des investissements de plus de 1 million d'euros, les financements de plus de 1 million d'euros, mais aussi tous les transferts, toutes les prolongations et l'enveloppe mercato. En tout cas, c'est le cas en juin 2017, quand on a la confirmation des mandats du directoire qui est faite en juin 2017, alors que ça n'avait pas été modifié à la suite du départ de Margarita Louis-Dreyfus avant ça. Mais on constate quand même un élément qui est très important là-dedans, toute mutation définitive ou temporaire de joueurs, ainsi que tout renouvellement de contrat de travail de joueurs, selon une procédure proposée par le directoire et validée par le conseil de surveillance préalablement à chaque période de mercato, et dont les limites fixeront notamment le nombre de joueurs devant être cédés ou recrutés, le montant de l'enveloppe de transfert, la répartition des tâches de la direction, ou encore le processus de contrôle du mercato. Donc on voit que c'était très strict comme méthode de contrôle à l'époque, au début de la présidence de Jacques-Henri Hérault. Mais assez rapidement, dès septembre 2018, donc on se rappelle que juin 2018, il y a eu la qualification pour la finale de la Ligue Europa, et tout change, tous les transferts, toutes les prolongations et l'enveloppe mercato sont attribués directement au directoire. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. Jacques-Henri Hérault a désormais les pleins pouvoirs sur le football à Marseille à partir de septembre 2018. Et c'est là qu'on verra toute la qualité du management de Jacques-Henri Hérault. On avait donc jusqu'à là pas la possibilité de faire les transferts. Et maintenant, on a la possibilité de faire tous les investissements, y compris les transferts de plus de 1 million d'euros.
Les pouvoirs du directoire, ils ont encore été modifiés en septembre 2022, là cette fois-ci sous Longoria. On retrouve toujours les investissements de plus d'1 million d'euros, les financements de plus d'1 million d'euros, mais là, on y voit apparaître de nouveaux éléments qui sont gentiment soulignés en plus par le rédacteur, c'est gentil de sa part. On voit notamment que la nomination ou la cessation des fonctions d'entraîneur ou de directeur sportif ou tout autre salarié dont le salaire annuel brut dépasse 250 000 euros, à l'exception des joueurs, est soumise à l'approbation du conseil de surveillance. C'est vrai également pour les transactions, règlements, ou compromis ou accords relatifs à un litige d'un montant supérieur à 1 million d'euros. Ça peut également concerner ça peut éventuellement concerner les transferts de plus d'1 million d'euros. Donc c'est pas clair du tout si les transferts de plus d'1 million d'euros sont considérés comme des compromis ou des accords. Les opérations susceptibles d'affecter de manière significative les activités de la société ou d'une quelconque de ses filiales. Alors là, tout ce qui est significatif, ça concerne à peu près tout, en quelque sorte. Donc là, on comprend mieux pourquoi Pablo Longoria se retrouve à parler avec son conseil de surveillance 5 à 6 heures par jour depuis quelques mois, puisqu'il n'a en fait aucun pouvoir au club. On lui demande de demander la permission du conseil de surveillance pour à peu près toute décision de 250 000 euros ou plus, de 1 million d'euros ou plus, toute opération susceptible d'affecter de manière significative les activités de la société. À peu près tout est soumis à l'approbation du conseil de surveillance. Pablo Longoria n'a plus les mains libres depuis le 8 septembre 2022. Alors, la morale de l'histoire, dans une société qui est fondée sur le pouvoir de l'argent, tandis que quelques poignées de riches ne savent être que des parasites, il ne peut y avoir de liberté réelle et véritable, nous disait l'ami Lénine, et allez l'OM pour les autres.